Salut les Saiyans et bienvenue dans votre Chrono Times quotidien. Le plein d'anecdotes et d'infos sur Dragon Ball, c'est tout de suite. Le 20 mars 1991, on découvrait pour la première fois l'épisode 83 de DBZ. Enfin, si on habitait au pays du soleil levant. Car oui, c'était là sa première diffusion. C'est l'épisode dans lequel Frieza dévoile enfin sa forme finale, qui est en fait sa véritable apparence, puisque ses autres formes sont des formes de restriction utilisées pour contenir sa trop grande puissance qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Rappelons qu'il ne s'est jamais entraîné de sa vie aussi à ce moment-là. D'ailleurs, dans l'épisode, Vegeta fait clairement mention de la véritable apparence de Frieza, Shōtai en japonais, en désignant cette forme. L'empereur de l'univers décide de se transformer après avoir été confronté à un Gohan power-up et à pleine puissance. Et peu après, Vegeta décide lui aussi de devenir plus fort en frôlant la mort, et pour cela, il demande à Kulilin de l'attaquer avec un Kikoha à bout portant. Sacrée stratégie. Ça doit pas faire du bien par où ça passe. Si tu veux mon avis, à ce stade, y a plus rien qui passe. Heureusement que Dende le soigne en fin d'épisode. Ouais, grave heureusement, sans ça, tout était perdu pour lui, et peut-être même aussi pour les autres. Mais bon, on va découvrir prochainement que Dende a aussi fait le plus gros sacrifice de sa vie. D'ailleurs, il n'était pas chaud, mais alors pas chaud du tout pour soigner Vegeta, qui a décimé les siens, et ce n'est que grâce à l'intervention de Piccolo qu'il se résout à le soigner. Si seulement Piccolo était aussi intervenu auprès du staff des animateurs de Last House, pour corriger l'armure de Vegeta qui se régénère toute seule. Hier, dans le Chrono Time du 19 mars, on a vu l'épisode 4 de Dragon Ball, qui date de 1986. Et bien cette fois, après DBZ qui a fait une référence à un ancien chapitre par rapport à un numéro correspondant, voici DBGT qui fait un immense clin d'œil à Dragon Ball, probablement pour célébrer les 10 ans de l'animé. Punaise, encore un truc dont on ne peut pas trop se rendre compte sans comparer les dates de diffusion. Ouais, un jour d'intervalle, ça ne peut pas être un hasard. Puisque dans cet épisode et le suivant, on a exactement le même scénario que dans l'épisode 4 de Dragon Ball. Nos héros arrivent dans un village où se trouve une Dragon Ball, mais ce village est menacé par un monstre qu'on pense inatteignable à cause de son apparence et des pouvoirs qu'on lui prête. Une villageoise va remettre sa Dragon Ball à nos héros s'il se charge du monstre et l'empêche de repartir avec une fille du village qu'il a promis de revenir chercher. Lorsque le monstre arrive, un des persos principaux se travestit en fille pour se faire passer pour la promise. Évidemment, ce n'est pas la fille du groupe, car son apparence ne colle pas, que ce soit en termes d'âge ou bien en termes de taille. Mais l'identité du perso travesti est découverte à un moment donné, et il faudra abandonner la stratégie au profit de l'affrontement direct. On découvre alors que le pouvoir du monstre n'était pas si fou que ça, et qu'il bluffait durant tout ce temps. À la fin de l'épisode, le monstre regrette ses agissements, et le petit groupe obtient la Dragon Ball, et la fille promise peut continuer à vivre en paix avec ses proches. Punaise, mais c'est exactement le même épisode. Bon, heureusement, DBGT change quand même bien des détails et nous propose un personnage attachant à travers The Nama. Mais c'est clairement le plus gros clin d'œil de toute la série, et on sait maintenant à quoi il est. Le 20 mars 2011 fut diffusé l'épisode 96 de Dragon Ball Kai. On a vu dans le Chrono Times du 6 mars que la catastrophe de Fukushima, qui s'est produite le 11 mars, avait quelque peu chamboulé la diffusion de la série, et également que le compositeur des musiques de Dragon Ball Kai avait été viré au même moment. Et bien, c'est donc dès cet épisode 96 que fut réapposé, dans l'empressement, les BGM de Shunsuke Kikuchi, le compositeur de Dragon Ball Z. Bon, si vous avez découvert Kai avec la version française ou même la VO dispo sur les DVD sortis dans nos contrées, ça ne doit pas trop vous changer car les musiques de Monsieur Kikuchi ont été apposées sur l'intégralité des épisodes jusqu'à la fin de l'arc Cell. Mais à l'origine, lors de la première diffusion japonaise, c'était les musiques de Kenji Yamamoto qu'on avait. Pour une série à laquelle il ne restait que 2 épisodes, c'est vraiment un final catastrophique. Il n'y a plus rien d'homogène dans cette fin, et c'est fort dommage. D'autant que l'arc Majin Buu n'était pas programmé à l'époque, et n'a donc été diffusé que 3 ans plus tard. Heureusement que les musiques de Shunsuke Kikuchi ont réussi à accompagner cette partie magistrale qui correspond au Kamehameha Père-Fils et à la mort de Cell. D'ailleurs, la série DBK, qui se voulait fidèle au manga en coupant les fillers, n'a pas pu couper les rajouts avec Kulilin et les autres qui viennent aider Gohan, car ils étaient bien trop intégrés. Le 20 mars 2016, c'était le jour de la première diffusion de l'épisode 35 de Dragon Ball Super au Japon. On était alors en plein tournoi opposant les univers 6 et 7 dans cet épisode, et c'était à Vegeta de mettre à Frost une raclée. J'avoue que se faire péter en un coup comme ça tient plus de la correction qu'autre chose. Dans le manga, il fallait au moins plusieurs coups pour le faire tomber. On a vu que Goku avait perdu précédemment à cause de la tricherie de Frost, qui avait utilisé son dard pour le piquer. Attention à ce que tu dis. J'ai dit quoi ? Son aiguille, si tu préfères. Goku est donc réintégré à la compétition suite à l'intervention de Beerus. Sacré minou, ça mérite une petite croquette ça tient.
On a un passage propre à l'anime qui n'est pas à négliger dans cet épisode puisque Frost tente de s'emparer du cube de Champa qui permet de voyager entre les univers ainsi que du trésor promis aux vainqueurs de l'univers 6. On n'a pas ça dans le manga, ni même Vados qui installe une barrière tout autour de l'arène. Cet épisode 35 est aussi l'occasion de découvrir une nouvelle espèce vivant dans l'univers 6 et 7, les Metalmen, des humanoïdes ayant l'apparence de robots. Magetta en est un représentant de l'univers 6 justement. On aura bien plus tard un spécimen de notre univers, le 7, avec Koita, ou Koiture, de la bande des voleurs galactiques rattachés à Molo. Enfin, Otamagetta, n'arrivant pas à suivre la vitesse de Vegeta, tandis que dans le manga il l'a frappé une fois, décide de tout miser sur la stratégie pour acculer le prince des Saiyans. L'épisode se termine sur un Vegeta au pied du mur. Le 20 mars 1990, les lecteurs du Weekly Shonen Jump numéro 16 découvraient le match retour entre Vegeta et Zarbon dans les pages jaunies du Mangashi. Sur la cover du chapitre, on a une très belle illustration de Toriyama Sensei mettant en scène les principaux acteurs de ce chapitre. Et la color édition du manga est l'occasion de se rendre compte que les couleurs de Zarbon sont quand même pas mal éloignées de celles de l'anime. Vous préférez lesquelles ? Perso, j'hésite encore, mais je suis plus habitué à celles de l'anime pour le coup. Après avoir poursuivi Kulilin qui a obtenu la Dragon Ball à une étoile, Vegeta le rattrape. Mais Zarbon le repère à son tour et se met à sa poursuite. Vegeta, qui a gagné en puissance après s'être fait soigner dans la Medical Machine, compte en profiter pour se débarrasser du bras droit de Frieza. Le deuxième round débute alors entre les deux monstres. Mais Vegeta c'est pas un monstre. Ouais, je sais pas, il y a qu'à voir la réaction de Bulma quand il se pointe pour se dire que c'était pas non plus un enfant de cœur aux yeux des autres. Bulma qui tient d'ailleurs pour Zarbon à ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle le voie se transformer. Comme quoi, faut pas juger sur le physique. Le 20 mars 2019, nous avions la sortie du chapitre 46 de Dragon Ball Super. L'action se situe alors sur la nouvelle planète Namek, en proie au déclin. Oh merde, c'était bien la peine de faire tout ce foin pour s'installer sur une autre planète pour qu'au final elle finisse ravagée. Ah clairement, si tu veux du ravage, c'est le chapitre qu'il te faut. Goku et Vegeta perdent contre Molo et se font absorber leurs énergies. Molo retrouve un corps plus jeune, et dans les 3 jours qui suivent, il continue d'attaquer des villages Namek pour obtenir les Dragon Ball, et se trouve être la cible d'un puissant guerrier issu de l'assimilation de plusieurs jeunes combattants Namek. Ah, il leur reste des combattants maintenant ? Bah écoute, faut croire. Même si dans l'œuvre originale, Nail était le seul Namek de type combattant de la planète. Bref, ce combattant arrive tel le Messie. Comme Léo, il tape ses meilleurs dribbles. Et bam, il se fait transpercer. Oh merde, déçu là, tant d'espoir pour le peuple Namek, ruiné par un bras qui traîne en plein milieu comme ça. Putain, heureusement qu'on voit Tights, la sœur de Bulma, ça amène au moins du réconfort. C'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis longtemps. On arrive aux sorties jeux vidéo maintenant avec 2 jeux sortis le même jour mais à 14 ans d'intervalle. C'est pas le même jour du coup. Le 20 mars 1993, les fans nippons ont pu tester le tout premier jeu de combat en 1v1 de la franchise Dragon Ball sur console Super Famicom. Dragon Ball Z Super Butoden 1. Le jeu s'est vendu à plus d'1 450 000 exemplaires au Japon et reste l'un des plus gros succès de toute la franchise. Si vous avez suivi nos chronos jusque-là, vous savez qu'il est sorti à la même période que l'épisode 178 de DBZ. Le début du Cell Game donc. Et que le chapitre 414 de Dragon Ball, où Cell était revenu après avoir frôlé la mort. Putain, le manga n'avait pas beaucoup d'avance sur l'anime à cette époque-là. Non, clairement. Après ça, le 20 mars 2007, c'est Shin Budokai 2 Another Road qui est arrivé sur PSP aux États-Unis. On garde les codes de ce qui fonctionnait, à savoir une grande inspiration de DBZ 2 et 3 et un gameplay assez similaire à son prédécesseur. Sinon pour terminer, saviez-vous qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire d'un des guerriers Z ? Sérieux, qui ça ? Yamcha. Yamcha fête son anniversaire aujourd'hui. Ça lui fait quel âge ? Non mais t'es réveillé ou quoi ? Quel âge ? Ça dépend des arcs ça. Sa date d'anniversaire nous a été dévoilée le 12 août 1986 dans le Weekly Shonen Jump numéro 37 de cette année-là, et on sait aussi qu'il est né à l'âge 733 grâce au guidebook Dragon Ball Daizenshu 7 sorti en 96. Donc grâce à 2 ouvrages espacés de 10 ans, on sait avec exactitude la date de naissance et aussi l'âge que peut avoir notre dragueur préféré. Alors bon anniv, Zedaki. Hein ? Bah ouais, c'est son nom dans le doublage d'Harmony Gold. Mais quel rapport ? D'ailleurs, pour l'anecdote, tu savais qu'il était né le même jour que Sabo de One Piece ? Et comme par hasard, ils sont tous deux interprétés par... Toru Furuya. Coïncidence ? Dites-nous quelle anecdote vous avez préférée dans les commentaires. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau Chronoa Times. Matane.